Bonsoir tout le monde, est-ce que vous m'entendez sur le stream? Yes, cool, il y a les premiers retours, c'est bon. Ah, Euh, attends. Moi, il faut que moi, je t'entends aussi sur le stream, en fait. Donc, il faut que Ah je bah coupe oui, le son faut que tu coupes le de stream. Twitch. Est-ce que vous avez entendu Rudy du coup? Qu'on sache si tout est ok. Ok, là, tu m'entends? Ouais ouais, je t'entends toujours. Est-ce que... Oui malheureusement, ok c'est bon, Yvan a troll, c'est bon on t'entend. Ok, bah du coup, moi je vais jouer le régisseur ce soir. Je vais laisser Rudy introduire le meet-up de ce soir et voilà. Bah Ouais. Rudy, je Bah, te le laisse la régisseur parole. et le modérateur, on sera tous les deux dans le chat Ouais, pour c'est essayer ça. Donc si jamais il y a de des gérer ça. problèmes de son, d'écran ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat. Et Sébastien aussi de son côté verra vos messages si jamais il y a des soucis d'affichage ou quoi que ce soit. Voilà, donc n'hésitez pas à nous dire. Sébastien, il a parlé ou pas? On l'entend pareil qu'on teste Bonjour, comment ça. bonjour, un 2 1, 2. Je suis là. Yes. Donc normalement, vu que c'est le même son. Ok, bon bah super. Ok. Bon, bah, on est parti. On n'aura jamais été aussi à l'heure sur un meet-up. Parce que d'habitude, on a toujours un quart d'heure, 20 minutes de retard le temps que tout le monde arrive. Là, c'est plus facile. Ok, bah du coup, bonjour à tous. Donc, je rappelle que ce soir, on est sur un meet-up AWS. Alors, les meet-up codeurs en scène, c'est quoi? C'est la réunion de plein de petits meet-up, plein de petits jugs, hein. Donc, le Mug Normandie, Microsoft User Group Normandie, NUGS pour Normandie, User Experience, je sais plus c'est quoi le DE, mais c'est pas grave. L'historique, le Java User Group, Rouen JS, Normandie Agile et AWS. On a eu un meet-up AWS et l'année dernière, je crois. Et là, celui-là, c'est le. Je sais pas si c'est vraiment un meet-up AWS, on va dire que c'est le deuxième. Un petit mot sur les sponsors en fait qui nous permettent habituellement de réserver la salle et la sécurité, etc. On les oublie pas en ces temps de confinement. Donc merci à Sagi, Digit, Matmut, FTL, Invoke, Bear Studio et Link pour le sponsoring. Rappel pour celles et ceux qui ne seraient pas au courant, enfin d'ailleurs il y en a forcément qui ne sont pas au courant parce que là on vise un public un peu plus large. Le 19 novembre 2009, en théorie, aura lieu Codeur en scène. Donc bon, bah, pour l'instant, le Covid, enfin, c'est assez loin en fait dans le temps pour qu'on puisse se dire que ça aura toujours lieu. Donc pour l'instant, on est en pleine orga en fait. On va commencer à communiquer. La date officielle, c'est le 19 novembre 2020. Bien sûr, on tiendra au courant si jamais il y avait d'éventuels changements sur l'organisation. Je crois qu'on va statuer réellement. Enfin, pour l'instant, on part sur l'orga, mais on va se poser la question sérieusement si jamais il devait y avoir une annulation cet été, si on sent que c'est compliqué. Vous pouvez nous retrouver un peu partout, sur YouTube, sur Spotify, sur iTunes, sur Twitch maintenant. Je crois que c'est le premier live sur Twitch, Johan, non? Ou c'est Oui, le deuxième? c'est le premier meet-up. Il y a eu un test hier, mais je ne pense pas qu'il compte Ok. vraiment. Voilà, donc vous pouvez nous retrouver partout. Vous pouvez nous retrouver aussi sur Twitter, YouTube, GitHub, Facebook, LinkedIn et sur le Slack aussi. Venez sur le Slack de Codeur en scène. Donc ça, normalement, c'est un screen d'une partie du site internet en fait, et vous pourrez trouver le lien du Slack pour venir nous rejoindre en fait. Juste avant de commencer le meet-up, traditionnellement, j'explique un peu quels vont être les prochains sujets. Alors, pour celles et ceux qui nous suivent depuis quelques temps, qui nous connaissent, qui viennent, ils savent qu'on s'était pour une fois organisé. On avait genre 3-4 meet-up de prévus, dont le tien, Mhm. Sébastien. Ouais, pendant J'ai 3 ans. jamais été aussi organisé et tout, réserver la salle. Enfin voilà, j'avais tout un programme. Tu vois, j'ai enlevé les contenus, mais on devait avoir du dev en mai et de l'UX en juin. Honnêtement, je ne sais pas encore ce qui va se passer sur mai. Sur juin, je pense qu'on pourra reprendre un rythme normal si le déconfinement se fait là, comme on pense sur mai. Je pense que sur juin, on pourra refaire un meet-up parce qu'on a une très grande salle. En fait, on pourrait limite avoir 1 mètre ou deux d'espace entre chaque personne. Ça, c'est pas un problème. Et on n'est pas non plus sur un volume de 100 personnes. Donc on va reprendre ces sujets-là et vous serez informés sur les réseaux sociaux et sur le site de tout ça. Et donc maintenant, je vais laisser la parole à Sébastien. Et d'ailleurs, merci Sébastien
d'être aussi là aussi tard pour nous faire ce meet-up. Avec Je te rends- plaisir. Merci Rudy, merci Johan de me recevoir dans votre meet-up, c'est avec beaucoup de plaisir. J'étais sur le point d'acheter mon ticket de train quand on a reçu l'ordre de rester à la maison, mais oups, il y a mon micro qui vient de lâcher, c'est con. Il vaut mieux que ça soit au début que... Oups, on va le réattacher. Voilà, désolé pour le bruit dans vos oreilles. Donc j'étais sur le point d'acheter mon ticket de train quand ça a été annulé, et je ne désespère pas de pouvoir en racheter un plus tard et venir vous rencontrer et parler avec vous des technologies que vous utilisez, des technologies cloud que vous utilisez. Parce que mon métier, c'est de parler aux développeurs ou parler avec les développeurs et parler de technologies qui facilitent le développement d'applications, ça va du DevOps à des techniques de développement d'applications mobiles, du CI/CD. Voilà, c'est le genre de choses dont je parle. J'ai un petit effet là qui devrait marcher. Clic, bonjour, je m'appelle Sébastien Stormek, je suis développeur advocate Qu'est-ce que c'est classe? chez AWS. Tu vois, je me suis amélioré dans ma production de vidéos depuis ces 6 dernières semaines. J'ai eu le temps de bricoler pas mal de choses, puisque je ne vais plus dans les conférences, je ne vais plus dans les meet pour le moment. Donc, j'essaye de reporter ce temps-là sur la qualité des productions. Donc voilà. Mon métier, c'est de parler avec vous dans des conférences, dans des meet-up. J'anime le podcast AWS en français également. Vous pouvez trouver sur toutes les plateformes de podcast. Et ces temps-ci, je fais beaucoup de vidéos également, des tutos comment démarrer sur AWS, mais j'ai un background de développeur, j'aime bien le côté mobile, et ce soir on va parler de développement d'applications web et d'applications mobiles avec un nouveau framework qui a été lancé en décembre de cette année, enfin de l'année passée, en 2019. Donc il est tout chaud, tout frais, avec les avantages et inconvénients que ça peut avoir, on en reparlera. Mais je vais essayer d'expliquer quelle est la problématique à laquelle on essaye de s'adresser et comment on s'y adresse. Il n'y a pas beaucoup de produits, de frameworks dans ce créneau-là pour le développement d'applications web et mobile. Et voilà, je suis curieux d'avoir votre feedback aussi. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires maintenant ou plus tard. Vous me trouvez sur Sebsto, Sebsto, SEBSTO sur Twitter. Offline first, développer des applications mobiles qui fonctionnent avec ou sans connexion. Des applications web également, vous connaissez tous l'effet ah, je suis dans un tunnel, je t'entends plus. C'est d'autant plus vrai avec les données. Les utilisateurs aujourd'hui n'acceptent pas vraiment d'avoir un écran vide ou une petite roue qui tourne à vide. Si vous êtes dans un train, vous perdez un peu la connectivité en voiture, en métro ou autre. Ça veut dire que pour pouvoir faire ça, il faut un cache, il faut une copie des données côté mobile. Et là, on rentre dans toute une série de problèmes très joyeux et très sympathique, puisque finalement votre mobile devient une partition du système, et peut-être que vous connaissez le théorème de CAP, qui dit que entre la consistance, l'availability ou le partitionnement des données, ben, il faut faire un choix, on peut en avoir que 2 sur les 3, soit on a un système qui est fortement consistant et hautement disponible, mais où il n'y a pas de partition, soit on partitionne les données, et là on doit choisir entre la haute disponibilité ou la consistance. Nous on a choisi la haute disponibilité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de consistance, et on verra en fin de présentation quelles sont les techniques pour résoudre les problèmes de consistance, déjà détecter quand il y a des problèmes de consistance et puis les résoudre après. Je ferai une démo également avec une application web. Je n'ai pas eu le temps de finaliser l'application mobile, mais j'ai une application web qui tourne. Une autre raison pour laquelle vous voulez probablement faire des applications qui fonctionnent offline, c'est pour garder une consistance de l'expérience utilisateur. J'adorerais, dans une application comme Facebook, par exemple, pouvoir continuer de mettre des messages, des commentaires, de scroller, même si j'ai plus de réseau. Et je n'ai pas, moi, utilisateur, à me soucier du fait qu'il y a du réseau ou pas. Quand le réseau reviendra, ce truc-là se synchronisera automatiquement avec le back-end. Et ça introduit un deuxième concept d'interface utilisateur, qu'ici je vais appeler real-time. C'est une des premières fois que je fais ce talk-là, donc n'hésitez pas à me donner votre feedback sur les mots aussi. Peut-être que real-time n'est pas le plus approprié, mais ce que je veux dire, une application qui est réactive. Vous savez, je ne vais pas nommer des applications, mais j'utilise des apps où parfois, quand il y a pas, on clique sur un bouton et puis on voit que l'appel d'API pour aller chercher les données en back-end, il est synchrone, et on a le truc qui tourne pendant 15, 20, 30 secondes, et puis tout d'un coup, l'écran se rafraîchit. Et ça, c'est une expérience utilisateur qui est insupportable. Moi, je veux avoir mes données immédiatement, même si elles ne sont pas nécessairement fraîches, et avoir le rafraîchissement, la réhydratation, comme on dit, des données, du cache qui se fait en background.
Et donc, je voudrais avoir l'impression que l'application est réactive, est en temps réel. On a tous l'habitude d'utiliser Google Doc ou des solutions similaires qui donnent ce sentiment de réactivité. Pourquoi est-ce que vos applications ou les applications de moins grande taille que Google Doc n'offrent pas ces possibilités-là? Et donc, au final, il faut arriver à considérer les terminaux, que ce soit des laptops ou des portables, comme une extension de votre data center, en tout cas pour les données, et garder les données synchronisées entre tous ces terminaux. Facile, n'est-ce pas? C'est de ça que je vais parler dans les 45 minutes, dans l'heure qui vient, avec une heure avec la démo. Donc la présentation, c'est fait. Les outils qui vont permettre de réaliser ça, c'est deux outils. Un qui s'appelle AWS AppSync, qui est un serveur managé d'API GraphQL. Ça fait beaucoup de mots en une phrase, serveur, ok, ça va. Manager, ça veut dire que c'est nous qui le manageons, vous n'avez pas à le manager, donc il n'y a pas de data à faire, il n'y a pas de système d'exploitation à patcher, il n'y a pas de firewall, etc. C'est un service que vous pouvez utiliser. Et GraphQL, je suppose que vous connaissez si vous êtes ici ce soir, donc c'est un système d'API initialement créé par Facebook qui j'allais dire qu'il remplace REST, mais je n'ai pas envie de rentrer justement dans les guerres REST GraphQL. Disons qu'il est différent de GraphQL, de REST, qui est plus centré sur les données, le schéma des données, avec des types forts pour les données. Enfin, je ne vais pas trop parler de GraphQL, mais il sera sous-jacent pendant toute la présentation. Et Amplify, c'est un outil en ligne de commande qui vous permet justement d'interagir avec ce service cloud extrêmement facilement, sans rien y connaître dans le cloud, et des librairies à inclure dans votre application qui facilitent l'interaction avec ces services cloud également. Et ici, je vais juste parler d'un petit bout de Amplify, qui est le data store, donc cette technique pour regarder les données en local sur les postes clients, que ce soit des applications web ou mobiles, de manière à offrir tous les avantages dont je parlais juste avant. Donc pourquoi vous voulez aller vers là? Clairement parce que c'est le standard du marché aujourd'hui, les autres le font, et les applications qui sont développées selon ces modes-là fournissent une expérience utilisateur supérieure à celles qui ne le font pas. Donc, si vous ne voulez pas que votre application soit jugée trop lente, pas assez responsive, antique, enfin, on voit passer tout type d'adjectifs pas toujours agréables dans les commentaires des utilisateurs, eh bien, que ce soit pour une application de chat, de banking ou autre, un jeu évidemment, vous voulez que votre application soit responsive, quelle que soit la qualité du réseau. C'est-à-dire même si le réseau n'existe pas, ou il est interrompu et revient, etc., ça ne devrait pas affecter l'expérience utilisateur. Il faut que l'utilisateur continue de pouvoir utiliser l'application, peut-être dans un mode dégradé, avec des fonctions qui ne sont pas disponibles, certaines fonctions, ou évidemment des données qui ne sont pas fraîches, qui sont en cache, qui viennent du stockage local et pas du serveur, mais au moins que l'utilisateur ait l'impression que finalement rien ne se passe, que l'application fonctionne normalement. Considération pour arriver à faire ça, souvent on utilise du caching, vous utilisez peut-être du caching sur vos applications également. Ça répond à un des problèmes qui est le responsiveness, de pouvoir avoir accès à des données rapidement. Mais si vous avez suivi des cours d'informatique, vous savez que le caching, ce n'est pas nécessairement une bonne solution. Et j'avais un prof qui disait, et j'ai vu ça plein de fois depuis, il y a deux choses qui sont vraiment dures en informatique. Trouver un nom pour les choses, hein, pensez à votre DNS par exemple, et puis invalider un cache, surtout un cache distribué. Quand il n'y a qu'un cache, ça va, mais quand il y a un cache distribué, comment est-ce qu'on invalide des données dans un cache? Et c'est le genre de choses qu'on ne veut pas faire. Et puis un cache, ce n'est pas une base de données non plus. Un cache, il est là pour donner accès à des données chaudes, à des données fréquemment accédées, mais ce n'est pas un outil sur lequel vous pouvez faire une query SQL par exemple. Mais il y a peu de librairies de cache qui dit, donne-moi tous les commandes de ce client entre telle date et au-delà de tel prix. Ça, c'est une query de type SQL ou de type GraphQL qu'on pourrait faire sur une API, qu'on ne peut pas nécessairement faire sur un cache. Le cache peut, dans une certaine façon, aider sur cet aspect real-time de l'application. L'application continue de fonctionner en donnant accès immédiatement aux données, même si la query vers le back-end se fait en background, mais c'est pas top. Le cache ne va pas vous aider à détecter les conflits, et c'est souvent là que vous allez vous arracher les cheveux. Alors, c'est pas un problème que j'ai pour le moment. De cheveux. En revanche, j'ai des cheveux blancs et ça vient d'anciens projets où on avait à gérer des détections de conflits, et les
détecter, c'est une chose, les résoudre, c'est encore mieux. Et évidemment, vos clients veulent faire ça sur iOS, sur Android et sur une application web, ce qui multiplie le plaisir par 3, ça ne le multiplie pas, c'est un exposant. Ça doit être scalable sur des millions de clients. Donc, quelles sont les solutions? Quelle est la solution dont je voudrais parler ce soir? Typiquement, aujourd'hui, ce que vous faites pour le caching, ici c'est un exemple de code avec React en JavaScript. Tu montres pas, t'as pas partagé ton écran, Seb. J'ai pas partagé mon écran. Ah, merci. Ah, donc je fais toute la présentation depuis le début sans voir mon écran. C'est pas grave. C'était que des slides, c'était qu'un mot. Je me disais que c'était l'intro, en fait, c'est pour ça, mais je... Non, c'est une longue intro. En fait, c'est que t'as Zoom. pas va parler besoin de des support, questions. tu t'en sors super bien. Pour Moi, j'étais l'instant, on dedans continue. sans support, franchement. Juste pour que tout le monde soit au courant, ce qu'on va faire aussi, si jamais il y a des questions qui pop dans le chat, Seb est OK pour que je l'interrompe et que je pose des questions, donc je le ferai. Exactement comme tu viens de le faire, c'est parfait. Ouais, non, ouais, mine de rien, je viens de passer 20 slides. C'est pas grave, vous aurez les PDF si vous voulez regarder les slides, mais les slides, enfin voilà, c'est juste un ou deux mots pour soutenir mon discours, mais c'est pas là qu'il y a les choses importantes a priori. Sauf quand je montre du code, comme maintenant. J'attends peut-être quelques secondes le temps que l'écran arrive, qui se propage et que vous Ouais, voyez. Rudy, tu le c'est vois? bon Oui, pour nous. Ouais. c'est bon? Ok. C'est bon. Ouais. Donc ça, c'est un exemple de code de comment vous faites, comment vous gérez du cache en général. C'est un exemple React avec une mutation, donc un appel d'API GraphQL où on va changer quelque chose et où dès le retour de cet appel-là, on va en profiter pour mettre le cache à jour. Vous avez peut-être déjà écrit Et donc finalement, chaque fois que vous devez appeler le backend, vous devez aussi écrire du code pour mettre le cache à jour et c'est deux opérations distinctes. On fait d'abord l'un et puis l'autre avec toutes les joies que ça peut apporter puisqu'évidemment, le code, ça peut se planter entre les deux et donc la base de données pourrait être mise à jour, le backend, mais pas le cache et voilà, à vous de vous débrouiller pour résoudre ce genre de problème. Donc un cache, c'est pas une base de données et c'est pas parce que vous avez une API GraphQL avec une mutation vers la base de données que vous pouvez aussi mettre à jour le cache. C'est du travail manuel que vous devez faire qui est source d'erreurs et source de lignes de code. Et j'aime à répéter qu'au moins il y a de lignes de code dans une application, ben, au moins il y a de bugs. Donc tout ce qui est redondant, tout ce qui est lourd à faire, on peut oublier, on peut mal le faire, on peut faire des erreurs, il peut y avoir des erreurs de réseau entre les deux opérations. C'est le genre de situation dans laquelle on ne veut pas s'y retrouver. Même chose pour l'hydratation du cache, c'est bien d'avoir un cache, mais d'où viennent les données? Il y a deux techniques. Il y a le lazy hydration, paresseux. Donc on le fait au fil de l'eau. J'ai besoin d'une donnée, je vais voir, elle est dans le cache. Ah non, elle n'est pas dans le cache, je vais la chercher sur le backend. Je la mets dans le cache pour la prochaine fois, et ainsi de suite. Ça, c'est au fil de l'eau. Il y a aussi des techniques plus agressives. Mais je crois que j'ai un slide là-dessus un peu plus tard où on pourrait dire au début, je vais chercher toutes les données quand l'application est lancée et j'hydrate mon cache de manière à partir avec un cache déjà populé, déjà rempli, populated de l'anglais. Et puis j'en ai déjà parlé, mais un cache, ce n'est pas une base de données. Donc si vous voulez avoir des queries GraphQL comme celle-ci, vous voulez chercher tous les items dont le champ location est New York City, ça ne marche pas parce que, à ma connaissance, il n'y a pas de cache GraphQL. Si vous en connaissez un, dites-le moi, je serais ravi de faire ça. Donc, non, on ne veut pas un cache. Idéalement, on aimerait bien un truc beaucoup plus simple où je manipule mes variables. Éventuellement, on me donne 2-3 primitives pour les sauver, pour effacer, pour aller faire une query, et c'est tout. Et automatiquement, un système, une librairie embarquée s'occupe de stocker les données en local pour la partie caching et s'occupe de synchroniser avec le backend si besoin ou quand il y a besoin de synchronisation. Et bien, ces librairies, c'est ce dont je veux parler plus en détail aujourd'hui, c'est Amplify Data Store. Donc, c'est une librairie multiplateforme, web, mobile, Android et iOS, qui vous fournit un engin de stockage local. On utilise IndexDB pour le web ou SQLite pour iOS et Android, et quelques API très simples pour interagir avec ce cache.
toute la complexité de synchronisation, de détection de conflits, de résolution de conflits se fait de façon transparente. Vous n'avez pas, vous, développeurs, à vous soucier de la connexion réseau. Vous utilisez simplement l'API CRUD pour interagir avec le stockage local et le système synchronise avec le réseau en utilisant des primitives GraphQL. En quelque sorte, il sérialise votre data model sur des API GraphQL en JSON. Donc, si je dois illustrer ça par un petit dessin, vous avez, vous, en haut à gauche, développeurs, développeuses. Vous utilisez les API du Data Store, qui sont très simples. Essentiellement, c'est CRUD. Il y en a une en plus, mais j'y viens dans une seconde. Et cette API stocke vos données dans un engin de stockage qui est géré par la librairie, qui lui-même va déléguer à un tiers de stockage, à un adaptateur de stockage. Donc, je répète, IndexDB en React Web et SQLite en mobile. Et le stockage engine, lui, quand il y a du réseau, et uniquement quand il y a des réseaux, il va essayer de synchroniser avec le back-end via l'API GraphQL et le serveur AppSync. Donc, toutes les écritures dans le stockage engine seront des writes sur le sync engine qui va à son tour appeler des queries, des mutations GraphQL. Mais le sync engine aussi, il va souscrire. La souscription, c'est une des fonctionnalités des serveurs GraphQL. C'est une des raisons pour lesquelles j'aime bien GraphQL par rapport à REST. Un client peut souscrire à un type de données sur un serveur et le serveur va pousser les updates vers le sync engine qui va pouvoir les répercuter sur le stockage engine de manière à ce que votre base de données locale elle reste synchronisée, en tout cas quand il y a du réseau, avec le serveur qui est à droite. Et s'il n'y a pas de réseau, ben, le sync engine ne peut pas travailler pendant un petit temps, mais il reprendra automatiquement quand le réseau reviendra, avec risque de conflit, et on va parler des conflits un peu plus tard. Donc pour vous, ça veut dire quoi? Vous modélisez vos données avec les types GraphQL. Si vous faites déjà du GraphQL, il n'y a absolument rien qui change là. Par exemple, ceci, c'est un post où vous dites il y a un ID, un titre qui est un string, une description. Ça, c'est du GraphQL tout à fait standard. Et nous vous fournissons une moulinette qui permet de générer votre code, que ce soit iOS, Java pour Android ou JavaScript. Et cette moulinette, elle est intégrée dans les outils que vous utilisez d'habitude sur cette plateforme-là, donc NPM pour JavaScript, Node, React, Gradle pour Android et Xcode pour iOS. Et ça vous donne du code natif que vous pouvez importer dans votre projet pour représenter votre structure de données. Ensuite, ce code, vous le donnez à manger, j'allais dire, aux API du Data Store. Et les API du Data Store, c'est Save, Query, Observe. C'est extrêmement simple. Ici, pour créer un nouveau poste, je crée mon objet poste avec le code qui a été généré et je le donne à store.save. C'est un appel asynchrone, évidemment. Donc, il faut attendre le résultat, en tout cas si on veut observer le résultat. Donc, ça, c'est un exemple d'écriture. Si je veux chercher dans ma base de données, je fais un query sur les postes, ça me retourne tous les postes. Alors souvent, on peut faire des where, ce n'est pas du SQL, mais on a un système de prédicat où vous pouvez dire, voilà, je fais sur mon store query du type post, où les postes ont le titre qui est égal à for milk rule, et donc ça me retourne un arrêt de postes qui correspondent à ce prédicat-là. Puis on a des tas de prédicats possibles, des comparaisons plus petits, plus grands, enfin tous les trucs normaux, not égale, contains, et on peut chaîner les prédicats également. Donc vous pouvez construire votre query. Ici, on a à la fois le titre qui est égal à for milk is awesome et status equal publish. Donc vous pouvez chaîner les prédicats sur votre store. Et puis dans CRUD, la dernière lettre, c'est le D, delete, data store delete. Et de nouveau, vous donnez votre objet et éventuellement le prédicat. Ici, on va effacer tous les postes qui ont un statut égal à published. Vous pouvez aussi donner un poste spécifique, évidemment. Architecture, on en a parlé, mais donc c'est vraiment important de comprendre que vous, développeurs, vous pensez en termes GraphQL et en termes de type GraphQL, vous ne pensez pas en termes de stockage. Il n'y a pas de SQL à écrire, par exemple. C'est le Storage Engine et Storage Adapter qui vont faire ça pour vous automatiquement. Donc il y a un découplage, vous restez sur la même abstraction que pour l'API, vous n'avez pas à vous soucier du format de représentation en local, ce qui est différent de quand vous utilisez un cache normalement. Et puis, vous n'avez pas à vous soucier de la synchronisation, vous n'avez pas à faire d'appel GraphQL au serveur, c'est le Sync Engine qui le fait automatiquement.
automatiquement quand il détecte des changements qui viennent, je répète, soit du serveur, soit du côté client. Et le Sync Engine utilise GraphQL. Donc, en dessous du capot, j'ai envie de dire, c'est du GraphQL tout à fait standard. Il y a 2-3 petites métadonnées, je vais y venir dans un moment, qui sont rajoutées côté serveur pour pouvoir justement détecter les conflits et résoudre les conflits. Mais ce qui passe sur le câble, enfin, ou le câble Wi-Fi, c'est du JSON et du GraphQL tout à fait normal sur de l'HTTPS. Alors, est-ce que ça permet de faire du real-time? Comment est-ce qu'on fait du real-time? Real-time, je répète, c'est le mot que j'utilise pour dire des applications qui répondent en temps réel. Vous cliquez sur un bouton et vous voyez le changement immédiatement. Vous n'avez pas, comme dans certaines applications existantes, la petite roue qui tourne le temps qu'on fasse un appel reste au back-end. Comment est-ce qu'on fait du real-time d'habitude? On le fait par du long polling. Que vous avez déjà fait ça, on garde une connexion HTTPS ouverte pour une longue période de temps et puis le serveur pousse des données. Il y a une tentative de standardisation server sent event que vous connaissez peut-être, dont les implémentations varient un peu d'un browser à l'autre. Moi, je préfère WebSocket. Il y a beaucoup plus d'outils, il y a beaucoup plus de tooling et le support d'un browser à l'autre est beaucoup plus standard. Il y a une espèce de convergence pour le moment plutôt vers WebSocket. Et puis GraphQL aussi, avec son moyen de faire des souscriptions, puisque dans GraphQL, il y a les mutations, donc tout ce qui change les données, les queries pour aller interroger les données, et les souscriptions qui permettent de souscrire à des événements qui se passent sur le serveur. GraphQL ne définit pas comment les événements sont propagés vers les clients, mais la plupart des implémentations, en tout cas celles que je connais, utilisent WebSocket ou MQTT sur WebSocket. C'est une combinaison que j'ai déjà vue. Également, comment marchent les souscriptions dans le cas du Data Store? De nouveau, le Data Store vous abstrait de GraphQL et vous avez juste une API qui s'appelle Observe, le type de données que vous voulez observer, et Subscribe pour enregistrer un callback quand quelque chose se passe. Dans ce cas-ci, c'est une fonction que vous passez qui va recevoir un événement, et dans l'événement, il y a l'item qui a été changé. Donc ici, l'exemple de code, c'est dire, voilà, si il se passe un événement sur le post 1, 2, 3, ben, je veux faire quelque chose, à vous de rafraîchir la user interface, par exemple. Vous n'avez pas à rafraîchir le data store. Le data store a déjà stocké cet événement. Donc, il n'y a plus ce double code, comme j'avais montré tout au début, où vous deviez à chaque fois qu'il se passait quelque chose, coder l'aspect accès à GraphQL et en plus coder le refresh du cache. Même chose pour la réhydratation du cache, ça simplifie beaucoup. Là où avant, vous aviez sur des subscribes, vous aviez, donc ici sur les lignes 31, 32, 33, vous avez l'appel au subscribe. Et puis après, il y a la réhydratation du cache. Donc quand les données reviennent et quand votre callback est appelé, ben, c'était à vous de penser à écrire du code pour aller mettre ces données dans le cache pour que votre modèle en mémoire, votre cache soit synchro. Ici, ça se fait tout seul. On pourrait imaginer sur un data store observe de dire ben voilà, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, je reprends tous les postes, et puis vous avez votre fonction async function fetch post qui va faire un query pour aller chercher tous les postes et remettre ça dans le state. Le state, c'est l'endroit où une application React garde son état courant. Avant de me lancer dans le conflict detection, conflict resolution, est-ce qu'il y a des questions? Je peux reprendre la fenêtre du chat, ou Rudy, si tu as vu passer des choses. Alors de mon côté, j'ai pas vu de questions passer pour l'instant. Moi, j'ai rien vu non plus. On t'écoute sagement, normalement. Waouh, c'est soit que je suis très ennuyeux, soit que tout le monde est endormi. J'espère que c'est ni l'un ni l'autre. Ou peut-être je suis très clair, qui sait. Attends, il est pas là, notre poseur de questions officiel? Il va arriver, il doit être dans le coin. Je, je- Ah, si, il est là, Si, voilà. si, il est là. Bon, t'auras forcément une question, t'inquiète pas. D'accord, je regarderai de toute façon tout ce que vous dites pendant que je parle sur la vidéo Twitch après. Alors, évidemment, quand on crée des partitions, maintenant j'ai les données relatives à mon application qui sont sur mon application. De nouveau, je rappelle, c'est serveur web, c'est application web, application mobile. Si quelqu'un d'autre change les données côté serveur, il faut que je le sache. Et il faut un système, un, pour détecter les conflits, et deux, pour résoudre les conflits, ce qui est inclus également dans Datastore. Et on va regarder en détail comment ça fonctionne.
Donc, imaginez qu'on a nos 3 utilisateurs, Alice, Bob et Alfred. Euh, Alice fait un update. Dans un monde traditionnel, cet update doit se propager sur le serveur et donc le serveur doit notifier les 2 autres que quelque chose a changé. Même chose si Bob fait un update, et puis même chose évidemment si on a Alice et Bob qui font un update en même temps, qui a raison, qui va gagner, surtout si l'update est concurrent sur la même donnée. S'ils changent la même chose en même temps. Alors ça, c'est juste la complexité quand on est 3. Imaginez qu'on soit 4, imaginez qu'on soit 5, imaginez qu'on soit 1 million. C'est évidemment pas un modèle qui peut fonctionner. Donc la J'ai technique, une question dans le chat, ouais, je te la pose maintenant ou tu veux attendre un peu? oui, vas-y, si ça parle de ça, autant. Donc j'ai une question, comment on fait du optimistic UI avec du coup si on peut pas toucher au cache? J'y viens dans 1 minute. Enfin, je pense dans quelques minutes, je vais répondre à la question. Ok. Si je réponds pas, que celui ou celle qui a posé la question me la repose et on peut en discuter, notamment par ce que tu entends par optimistic UI, parce qu'il y a plusieurs définitions et je vais être certain de bien comprendre la question. Notre méthode pour détecter les conflits, c'est de taguer des versions avec des métadonnées. Donc, vous nous donnez votre schéma. Le schéma, on le compile, on génère du code, mais en plus, on va aller mettre des métadonnées, essentiellement un numéro de version, une date de création, une date de dernière modification qui nous permet de tracer quand quelque chose a été changé et à quelle version on en est. Alors, il y a plein de white papers, il y a plein de papiers de recherche sur la gestion des conflits, la détection, la résolution des conflits. Essentiellement, il y a 2 grandes théories, une qui est utilisée plutôt pour les suites bureautiques en ligne comme Google Doc et MS Office, qui s'appelle les Operational Transform, puis il y en a un autre qui s'appelle Conflict Free Repo, je ne sais plus quoi, Data Type, utilisé par Redis, par Facebook. Le point commun entre ces 2 méthodes, c'est qu'il y a une trace du temps, un mécanisme qui permet de détecter qu'un changement est fait avant ou après un autre. Alors, ça peut se faire de plein de manières différentes. Ça peut se faire avec des clocks. Évidemment, dans un système distribué, des clocks, c'est pas toujours bien non plus parce qu'il faut synchroniser le temps. Et donc, souvent, on utilise des logical clocks ou des suites monotoniques, simplement. Un numéro de version, 1, 2, 3, 4, 5. Si moi j'ai une version 2, je change, ça fait version 3. Si quelqu'un d'autre a une version 3, il fait une version 4. Il y a moyen de savoir, de repérer l'ordre avec cela, sauf si on a tous les deux une version 2 et qu'on l'update en même temps, ça devient une version 3. Et c'est pour ça qu'une question de temps permet de résoudre le système. J'ai trouvé en préparant, c'est dans les notes du slide, je ne sais pas si vous les verrez sur le PDF, je peux le remettre différemment, un papier de recherche assez fantastique qui explique ces différentes techniques et comment les différentes bases de données utilisent ça, parce que c'est évidemment pas des techniques nouvelles, on n'a rien inventé ici, ce sont des sujets de recherche en base de données transactionnelles, en système distribué depuis des dizaines d'années, et on s'appuie évidemment sur le mieux de la recherche pour adresser ce genre de problème. Donc, la manière dont ça marche avec Datastore, imaginez que vous ayez une personne qui s'appelle un objet, une personne, Jennifer, 32 ans. Et puis on a 2 personnes deux clients qui vont modifier cela. Et tous les 2 vont rajouter un title, mais c'est pas le même, pas de bol, engineers ou développeurs. Donc là, on utilise du optimistique, c'est-à-dire qu'au moment de l'écriture, s'il y a conflit, on va regarder si les données que j'ai sont celles qu'il y avait déjà dans la base de données avant. Si ça a changé et donc quelqu'un d'autre a fait l'update avant moi, l'update fail. Donc c'est une technique de concurrence optimistique. Maintenant, il y a donc oui, dans ce cas-ci, le new item serait le premier qui s'ouvre en base de données. Donc côté API, on pourrait dire développeur. Maintenant, il y a des changements qui ne doivent pas nécessairement être rejetés. On pourrait imaginer qu'un client A et un client B changent tous les deux la même personne, mais pas le même champ de la personne. Par exemple, client A rajoute title engineer et client B location. Donc, il n'y a aucune raison dans ce cas-là de dire on va rejeter une des 2 opérations save. Et ça serait stupide pour celui qui est rejeté, parce que ce changement-là, il est tout à fait fusionnable, puisqu'on n'a pas changé le même champ. Et donc, dans ce cas-là, ce que va faire Datastore, il va fusionner les 2 changements
pour créer une nouvelle version avec la fusion. Et donc la fusion, ça dépend du nom du champ qui est changé et du type de champ également. Imaginez que vous ayez un champ qui soit une liste. Mais pour une liste, c'est tout à fait valide d'avoir un client A et un client B qui rajoutent un item dans une liste. Et donc là, il n'y a pas de sens d'avoir du optimistic concurrency comme dans mon premier exemple. Dans ce cas-ci, on peut fusionner également. On peut dire que les hobbies, c'est climbing, karaoké et reading. Et donc, mon objet final, il aura les trois valeurs. Donc, on a mis de l'intelligence au niveau de la détection de conflits pour pouvoir essayer de fusionner les données. Et la raison pour laquelle on peut faire ça, c'est parce qu'il y a GraphQL en dessous. Et c'est parce qu'on connaît les types. On sait que hobby, c'est un array, c'est une liste. Donc, on sait qu'on peut le fusionner. Tandis que age, c'est un integer, name, c'est un string, on ne peut pas le fusionner. Et donc, ça, c'est un des gros avantages encore de GraphQL, c'est que cette API est typée et donc ça nous donne une indication, en tout cas aux outils ou tooling que vous allez utiliser, sur la manière dont ces champs peuvent être gérés. Donc, Amplify Data Store utilise une combinaison de plusieurs systèmes. Un compteur monotonique, donc monotonique, ça veut juste dire qu'il s'incrémente de 1 à la fois, de façon monotone, mathématiquement monotone, donc 1, 2, 3, 4, donc il y a un champ version qu'on rajoute aux objets, et c'est contrôlé par le serveur, donc vous n'avez pas à vous en soucier côté client, vous n'avez pas à rajouter, à toucher à ces champs, en principe vous ne les voyez pas, sauf si vous allez commencer à débugger et regarder ce qui passe sur le réseau, là vous verrez qu'il y a des champs. Et puis on fait de la fusion par défaut, donc quand on détecte qu'il y a un conflit, plutôt que de rejeter, on va d'abord essayer de fusionner, et puis éventuellement, s'il n'y a pas moyen de fusionner, faire de l'optimistic concurrency. Et puis on vous offre une troisième possibilité également, mais j'y reviendrai, avec du custom, c'est-à-dire que vous pouvez déclencher un morceau de code que vous devez déployer sur le serveur, qui va recevoir les deux versions. Et c'est à vous, c'est votre logique qui devra décider quelle est la version à conserver et comment informer l'utilisateur. Pour pouvoir faire ça également, ça veut dire qu'il faut une base de données côté serveur. Et donc, on rajoute deux tables dans la base de données. Il y a une base de données qui est créée avec vos types, ceux que vous avez définis côté client. Et on rajoute un change table qui va être une espèce d'historique, un journal de toutes les modifications faites sur la table, y compris les effacements. Donc, dans la base table, vous allez retrouver les données que vous avez données, plus les métadonnées, donc version, create et last update. Et chaque fois que un client va changer les données, bien, le numéro de version va s'incrémenter automatiquement côté serveur. Et c'est comme ça qu'on sait si vous avez la dernière version ou s'il faut aller chercher une nouvelle version. Maintenant, pour savoir ce qui a changé entre vos versions et la version suivante, on va aller regarder, le serveur va aller regarder dans une autre table qui est on appelle la change table, qui est créée automatiquement aussi par Amplify Data Store et qui va vraiment être un historique, un journal de toutes les modifications. C'est une table, c'est dans DynamoDB, qui est un service NoSQL managé dans le cloud AWS. Elle a deux clés, une primary key et une secondary key. La primary key, c'est une concaténation du type d'un UUID et de la date. Et la secondary key, c'est le timestamp du changement, le UUID et le numéro de version. Et avec ces deux concaténations de données, on arrive à faire des queries dont on a besoin. Et puis, on a l'historique. On sait qu'en version 2, Amy avait 32 ans. En version 1, elle avait 32 ans. En version 2, elle avait 33 ans. En version 3, elle a 34 ans. Et on a la date du changement. Alors, les dates ne vous parlent peut-être pas comme ça, mais si vous connaissez Unix, vous reconnaissez des epoch date, donc c'est le nombre de secondes depuis le 1er janvier 1970, qui est un format que moi j'aime beaucoup pour stocker des dates, soit dit en passant, parce qu'il est univoque, en tout cas pour indiquer un moment dans le temps passé. Et c'est très facile de faire des maths. On peut faire plus petit que, plus grand que, moins, plus. Ça marche très très bien. Donc AutoMerge, en résumé, je reviens avec ma personne, 32 ans version 1, 32 ans version 2. J'ai deux utilisateurs, un sur son application web, l'autre sur son application mobile. Ils ont tous les deux cette version-là. L'utilisateur B fait une modification sur la donnée, ce qui génère la version 2 H33 et qui va être poussée sur le serveur. Comme il est poussé sur le serveur, le user A qui a un subscription qui observe, puisque c'est ce que Datastore fait pour vous behind the scene, sous le capot tout le temps, eh bien la version locale de la base de données de user A sera mise à jour et il aura la version courante, 33 version 2.
Puis mon user B, il passe dans un tunnel, il est offline. Pendant ce temps-là, il continue d'utiliser l'application et il change non seulement l'âge, mais en plus, il rajoute un champ et il passe logiquement de la version 2 à la version 3. Pendant ce temps-là, mon user A, il travaille aussi, il change l'âge, 35 ans lui, et il a aussi la version 3. Et donc, quand mon user B revient online, ben, potentiellement, on a un problème. Donc, voyons en détail comment ça se passe. Mon user A, enfin, ou en tout cas son data store, a poussé la version 3. Et donc, au moment où mon user B revient online, on dit ah, le changement d'âge, désolé, il y a quelqu'un qui est passé avant vous. En revanche, la location, il y a moyen de fusionner, on fusionne. Et remarquez que la version passe à la version 4. Et donc, les deux ont bien la dernière version, avec à la fois un merge sur un champ, location, et à la fois un optimistic concurrency pour dire, ben voilà, c'est le premier qui a sauvé en base de données qui a raison. Et donc la version finale, c'est âge 35 ans, location Seattle, version numéro 4. Tout On ça, a une question dans le chat. La ouais. question, c'est est-ce que la table d'historique est perpétuelle? Est-ce que la table de change est Est perpétuelle. perpétuelle? Ouais. Oui, elle est perpétuelle, mais on efface les données après un certain temps. Donc, si j'efface mon objet personne ici, il va être flagué comme étant effacé, de manière à ce que si un client se connecte, ben, on sait que cet objet-là a été effacé. Donc, on garde l'historique de la trace. Mais évidemment, mais je vais en parler dans une minute, on optimise la base de données et donc on la nettoie régulièrement pour enlever les données qui ne sont plus pertinentes. J'espère que ça répond à la question. Donc, pour que cet auto-merge fonctionne, on a la table de base qui est créée automatiquement sur base de votre type GraphQL. On a la table des changements qui est créée automatiquement. Et puis, il y a les types GraphQL que vous avez définis dans votre application, sur lequel on va rajouter un last change et une version. Vous avez remarqué, il y a un petit underscore dans les deux métadata. Donc, je répète, la stratégie par défaut de résolution de conflits, auto-merge quand c'est possible, optimistic concurrency autrement. Donc, optimistic concurrency, c'est le premier qui sauve qui gagne. Au moment où je vais sauver, je vais vérifier que les données que je sauve, je répète ça, au moment où je vais sauver, je vais vérifier que les données en back-end n'ont pas changé par rapport au moment où je les ai lues. Et si elles ont changé, bah, c'est quelqu'un d'autre est passé avant moi pour écrire, et donc le changement est annulé. Et puis, je l'ai mentionné également, une des stratégies s'appelle AWS Lambda. Donc, Lambda, c'est le service dans AWS qui vous permet de déployer du code sans avoir à vous soucier de l'infrastructure en dessous. Vous donnez juste une fonction, elle est exécutée dans un container virtualisé dans le cloud. Et donc, vous pouvez définir aussi au niveau AppSync de dire ma stratégie de résolution, elle est custom, et voilà la fonction lambda qu'il faut appeler. Votre fonction lambda, elle va recevoir les deux objets, et c'est à vous de retourner la version qui sera considérée comme la bonne selon votre logique à vous à implémenter et maintenir chez vous. J'ai deux questions dans le chat. Mhm. La première, c'est donc celui qui a raison, c'est le premier qui écrit, pas le dernier qui parle, parce que le schéma semble dire le contraire, non? Donc je pense que c'était sur tes slides d'avant. Celui qui a raison, c'est le premier qui écrit. Je suis désolé si le slide avait l'air de dire le contraire, mais effectivement, c'est correct. C'est le premier qui écrit. Donc, au moment où je vais écrire, juste avant d'écrire, on va regarder si les données qui sont en bas sont celles que j'avais moi avant que je fasse mon changement. Si c'est les mêmes données, alors je peux écrire. Si c'est plus les mêmes données, ben, le B est de foire. Mais je répète que c'est pour que les cas où on ne peut pas merger les objets. La plupart du temps, dans la vraie vie, on arrive à merger les objets, sauf s'il y a des transactions, enfin des modifications concurrentes sur des champs non fusionnables, typiquement une string ou un ID, une date ou des choses comme ça. Et la d'autres questions? deuxième question, c'est, je pense que ça répond à la première question. La deuxième question, c'est ces tables sont-elles accessibles via la console sur le service DynamoDB? Oui, tout à fait. Donc, il n'y a rien qui est caché là. Tout ce que Datastore implémente et fait pour vous, vous pouvez le voir.
Donc, il y a je peux montrer ça pendant la démo. Il y a un template CloudFormation qui est lancé, qui va créer toute cette infrastructure pour vous. Et puis, dans la console, vous verrez AppSync, il est là. Vous verrez les resolvers et le code des resolvers. Vous verrez les tables DynamoDB. Donc, c'est très utile d'ailleurs quand on débug pour comprendre ce qui se passe, d'avoir accès à ces tables DynamoDB. Il ne faut pas les effacer, évidemment. Mais il n'y a pas de magie. Tout est exposé, tout est clair, tout est là. Je ne l'ai pas dit, mais Amplify en général, et Datastore évidemment fait partie d'Amplify, est en open source. Donc tout le développement se fait en public, avec des issues, avec des pull requests, et vous avez accès au code de tout ça également. Un exemple de synchro, on a notre base table, de nouveau avec l'exemple personne, avec trois champs, ID, age, name, version qui est le champ métadonnées rajouté. On a nos deux utilisateurs et qui ont tous les deux la même version du cache, enfin de la base de données. L'utilisateur A qui passe offline, l'utilisateur B qui pendant ce temps-là efface un item, 102, et puis l'utilisateur A qui revient online et qui va devoir reprendre les données depuis qu'il était offline. Et comment il va faire ça? Il va faire ça par un delta sync. Donc il ne va pas relire toute la table des personnes, ça pourrait être beaucoup trop long, mais il va aller voir sur le change table, la deuxième table, quels sont les changements qui sont intervenus depuis la dernière fois que j'étais en ligne. C'est pour ça qu'on garde le timestamp du changement, parce qu'en interrogeant cette table, l'utilisateur peut dire pendant que j'étais offline, il s'est passé quelque chose, on a effacé une donnée, et effacer une donnée, ça efface de la base table, mais ça rajoute une ligne dans la change table, ça rajoute le fait qu'on a effacé Jennifer, la pauvre Jennifer. Et donc, au moment où Datastore revient en ligne, il va faire un query en background sur le change table pour dire « donne-moi tous les changements depuis mon dernier sync à telle heure ». Et donc, il va avoir une petite quantité de données, il ne va pas rescanner l'ensemble de la table personne. Alors, quand je dis Datastore fait ça, je répète, c'est Datastore qui fait ça, c'est pas vous. Hein. Il y a 0 ligne de code à écrire dans votre code. Je vous montrerai le code de mon application de démo après. Tout ça, c'est du travail fait de façon transparente par Datastore. C'est lui qui check si le réseau est disponible, s'il n'est pas disponible. Quand le réseau revient, il rebalance ses queries de synchronisation. Vous avez absolument 0 ligne de code à écrire pour faire tout ça. Et donc, dans cet exemple-ci, il va recevoir une ligne qui dit « bah oui, Jennifer a été effacée ». Et donc, il peut effacer Jennifer de son cache local. Et si l'application fait un query, elle ne verra plus Jennifer. Ça permet de revenir dans le temps également. Donc, quand on n'efface pas vraiment. Et j'ai commencé à déjà parler de ça quand j'ai répondu à une des questions. Donc, quand on efface, on rajoute un flag deleted dans le base table, ce qui permet à tout le monde de savoir que cet élément-là a été effacé. Et remarquer justement le TTL. TTL, ça veut dire time to leave. C'est ce qui nous permet d'optimiser la base de données. C'est ce qui nous permet de dire à DynamoDB, tu vas effacer automatiquement toutes les lignes qui ont un time to leave plus grand que X jours, mois, semaines. Alors, ne me posez pas la question, quel est le time to leave par défaut de Datastore? J'aurais dû vérifier avant, je n'ai pas vérifié. Enfin, typiquement, on va garder cette information quelques jours et vous avez la main évidemment là-dessus. Donc, time to leave, c'est une fonction standard de DynamoDB. Quand vous créez une table, vous pouvez lui dire ce champ-là, c'est un timestamp, et DynamoDB automatiquement va effacer les items qui sont plus vieux, qui dépassent ce timestamp-là. Donc, c'est pas DynamoDB, vous ne dites pas DynamoDB efface tout ce qui est plus vieux de 7 jours, c'est le timestamp que vous allez mettre qui est maintenant plus la période que vous voulez garder, maintenant plus 7 jours par exemple. Donc, DynamoDB efface tout ce qui est dans le passé en matière de TTL. C'est l'heure, la date d'expiration en quelque sorte de l'entrée. Sur le time to leave, sur la change table, il concerne tout l'historique, évidemment, puisque si une personne est effacée, on va vraiment l'effacer. Donc, c'est le même time to leave. Alors, j'ai une autre question dans le chat. Oui, je vous écoute. Il y a une implémentation libre de Amplify pour la partie serveur. Ma première réaction, c'est non. Amplify Datastore fonctionne avec AWS AppSync.
Maintenant, il n'y a pas de secret dans AWS AppSync, il n'y a pas de binaire caché ou des choses comme ça. Toute cette logique-là, elle fonctionne sur des résolveurs qui parlent à DynamoDB. Donc, a priori, il n'y aurait pas d'impossibilité technique. Je ne dis pas que c'est facile à faire, mais il n'y aurait pas d'impossibilité technique à dire je vais faire un data store qui parle à un serveur GraphQL open source, celui d'Apache par exemple. Mais c'est à vous de réécrire les résolveurs. On n'utilise pas nécessairement la même technologie. Chez Apache, ils utilisent du JavaScript pour les résolveurs. Nous, on utilise des templates j'ai oublié le nom, Velocity, donc des templates de mapping JSON à JSON, et on parle à une data source, DynamoDB. Donc par défaut, vos modèles GraphQL vont être générés sur DynamoDB. Vous devriez gérer l'aspect communication avec la base de données et management de la base de données. En théorie, je ne vois pas de bloqueur technique pour le faire. Maintenant, ça va être beaucoup de boulot et je me demande de l'utiliser. L'intérêt de Datastore ou d'Amplify en général, c'est de simplifier la vie. Pour démarrer un développement, pour faire un POC, pour aller vite, ça aide énormément, ça réduit le temps de développement énormément. Si vous commencez à redévelopper toute cette partie-là, bah, vous allez vous trimballer un truc que vous allez devoir maintenir pour des années à venir. Et je ne suis pas certain que ce soit le moyen le plus efficace de faire ça. Voilà, c'est mon opinion, ça n'engage que moi. C'est ça le charme du meet-up en présentiel. On pourrait avoir cette discussion et rentrer dans les détails des use cases, c'est un tout petit peu plus difficile. Quand on est en ligne, tout ça, ça marche sur Angular, sur React, sur Android, Java, iOS, Swift. Donc, il est en GA, donc Generally Available, donc en version stable et supportée en JavaScript. C'est toujours en preview pour le moment dans le monde du mobile. Il y a beaucoup de développement, ça bouge très très vite, les issues s'ouvrent et se ferment très vite, les releases se succèdent, surtout sur la partie mobile. Et la doc est sur AWS Amplify, github.io/doc, il y a un /is/ios/ Android pour les différents, Java plutôt, pour les différentes sous-sections. Voilà, j'ai parlé beaucoup, je ne sais pas quelle heure il est, ouais, j'avais dit 3/4 d'heure à peu près. Vous me retrouvez sur tout ça, sur Twitch aussi, depuis le confinement, tous les vendredis soirs à 4h, enfin après-midi à 4h. On parle de certification AWS, on fait un quiz pour s'amuser avec des questions de certification AWS. Puis si vous avez des feedbacks sur ce talk, sur Datastore, le mieux c'est de faire de rentrer des issues directement sur le GitHub. Comme ça, c'est l'équipe produit, l'équipe service, les développeurs directement qui vous répondront. Mais si vous avez un doute avant d'aller embêter les gens sur le GitHub, n'hésitez pas sur Sepsto ou sur mon GitHub, Sepsto également. Puis sur YouTube, Sepsto, il y a plein de tutoriels sur comment utiliser AWS. Rien sur Amplify pour le moment, mais je vais m'y mettre. Alors, démo. Alors, pour la démo, je crois que j'étais en train de partager Keynote. Et Pendant donc, ce temps-là, je te lis une ou deux questions du chat. je vais faire un stop du share et repartager Firefox, comme ça vous voyez. En fait, repartager tout mon écran, parce que j'ai besoin de plusieurs browsers. Vas-y pour les questions. Alors j'en ai une, c'est qu'en est-il de la tarification? Très bonne question. C'est vrai que je ne parle pas, tiens. Pourquoi je ne parle pas de tarification? Donc Amplify est gratuit. En revanche, les ressources générées par Amplify ne sont pas gratuites. Donc, quelles sont les ressources générées par Amplify? Il y a AppSync et DynamoDB. Alors, DynamoDB, il fonctionne sur un mode à la demande. Tant que vous ne l'utilisez pas, ça ne coûte rien. Quand vous ne l'utilisez pas beaucoup en développement, en test, ça coûte quasiment rien non plus. Rien. Parce qu'il y a un tiers gratuit et puis il y a un coût qui dépend du nombre de requêtes qui vont être faites et du volume de données stockées sur DynamoDB. En général, il faut vraiment être très très gros, il faut vraiment faire beaucoup de choses pour que DynamoDB commence à vous coûter de l'argent. Et AppSync, je ne sais plus, et donc en général, quand je ne sais plus, je vais chercher sur la doc, et la doc c'est toujours aws.amazon.com / le nom du produit / pricing. Et donc, le pricing, c'est 4 $ par million de queries et de modifications de données. Il y a un autre prix pour les real-time updates, donc les subscriptions, c'est 2 $ par million de real-time updates.
et 8 centimes par million de minutes de connexion. Puisque, en fait, chez AWS, souvent on me dit oui, le pricing est compliqué. C'est vrai, il est très granulaire, il est très fin, parce qu'on essaye de mettre un prix sur tout ce qui est une charge pour nous, tout ce qui nous coûte. Et si vous réfléchissez à AppSync, ça nous coûte de recevoir des requêtes et de pouvoir faire des mutations sur vos données. Ça nous coûte d'envoyer des événements et ça nous coûte de devoir maintenir des connexions ouvertes vers tous les clients qui sont connectés, d'où ce prix de 8 centimes par million de minutes de connexion. Donc, on vous donne des exemples hein, pour ne pas vous laisser partir. Par exemple, vous avez un bloc avec 50 000 utilisateurs actifs qui font 100 recherches par mois, je suppose. Ces recherches génèrent 5 millions d'opérations query et chaque réponse, c'est 3 kilobytes. Et donc, on vous fait tout le calcul là et vous arrivez à 21 $ par mois. En général, la combinaison AppSync et DynamoDB est très, très abordable. Il faut vraiment rentrer dans des gros volumes avec des centaines de milliers d'utilisateurs, des millions d'utilisateurs pour avoir des prix qui décollent un peu. Et pour le prix d'un ou deux cafés mensuels, vous pouvez détenir une infrastructure qui tient la charge de façon relativement sérieuse. Si vous avez un nouveau compte AWS, AppSync est gratuit pendant 12 mois dans la limite de 250 000 queries, 250 000 update runtime et 600 000 minutes. En gros, c'est votre usage de dev, de test. En général, vous restez dans les limites du free tier. Voilà, j'espère. Et donc, il y a une page similaire pour DynamoDB, il suffit de remplacer DynamoDB. Il y a aussi un free tier pour DynamoDB. Et puis, le mode de prix le plus intéressant, en tout cas pour du faible volume, c'est c'est pas Provision Capacity, c'est justement l'autre, c'est On-Demand Capacity, où vous allez payer en fonction des read-write requests et du stockage. Après, il y a des choses plus avancées, mais le free tier, lui, il est à vie, il n'est pas que pour les 12 premiers mois, et donc les 25 premiers gigas que vous allez mettre dans DynamoDB, les premiers gigas de transfert est gratuit sur tous les mois sur DynamoDB. Donc de nouveau, pour du développement ou du test, tout ça ne devrait rien vous coûter. Une table DynamoDB qui reste comme ça dans la console et à laquelle on ne parle pas, ne coûte absolument rien sur DynamoDB, sauf le stockage, mais en général pour du développement, vous allez avoir du stockage qui est de quelques cas, donc ça tombe dans le tiers gratuit. Voilà, désolé, c'est une longue réponse, mais le sujet du pricing est toujours... J'ai écrit un blog en décembre pour annoncer Datastore. C'est un tutoriel step by step si vous avez envie de tester l'application que je vais vous montrer aujourd'hui. J'ai cette application qui est déployée ici dans un IDE. J'utilise un IDE maison également, qui est un IDE dans le cloud. Ça me permet d'accéder à mon IDE depuis n'importe quel appareil, je peux perdre mon Mac et me reconnecter à mon IDE et retrouver tous mes fichiers. Et puis, je peux avoir différents IDE séparés par type de projet pour ne pas avoir des clashs de dépendance entre mes projets. Ça s'appelle Cloud9 et c'est un IDE Linux dans le cloud. Alors, ne vous moquez pas de moi, mais j'ai créé une application web. Je ne suis pas designer graphique. J'ai été vite pour montrer le principe back-end. Donc, mon application web, elle est où? Elle est ici. Voilà, c'est là que j'entends les sarcasmes venir. Effectivement, je ne suis pas un développeur web. J'ai laissé le beau logo React qui tourne. Et si on regarde l'application, en fait, ce qu'elle fait, elle est très simple. Elle crée des items. On clique New et ça crée un item en générant un titre par défaut, un rating et un ID qui est un UUID. Et j'utilise l'API Datastore pour stocker. J'utilise aussi l'API Datastore pour écouter ce qui vient du serveur. Et donc, quand j'ai deux browsers ouverts, je peux en ouvrir un deuxième. En principe, les applications doivent se synchroniser automatiquement et toutes seules. Donc ici, je démarre l'application. Vous avez peut-être vu, ça a été vite, mais que la table n'était pas populée au début. Souvenez-vous de cette histoire d'hydratation, je vais dire d'hydratage des caches. Donc l'application était vide au début, et puis le cache est hydraté, et l'application a été... enfin, les données sont arrivées.
et je vois que c'est les mêmes données. Et si je crée une donnée à droite, eh bien, le subscribe à gauche va fonctionner, et sans que je touche à rien, poup, la donnée à gauche arrive également. Et je vais vous montrer le code de ça. C'est vraiment 20 lignes de code, moins la partie, enfin plus la partie user interface évidemment. Mais la partie logique qui parle au data store, c'est 20 lignes de code. Et si vous avez déjà écrit des applications qui font ça, vous savez que c'est pas possible en 20 lignes de code. En général, c'est des centaines de lignes de code pour arriver à faire ça. Et le fait d'avoir un code plus simple, je me répète, désolé, mais c'est moins d'erreurs possibles, c'est plus facile à maintenir. N'oubliez pas que vous allez maintenir votre code beaucoup plus longtemps que ce que vous avez passé à l'écrire. Et pire, c'est peut-être pas vous qui allez le maintenir. Souvenez-vous de cette phrase qui dit écrivez du code et documentez-les comme si c'était un psychopathe qui connaît votre adresse, qui va maintenir le code après. On va regarder le code dans un instant. Je vais juste lancer un serveur de dev ici. J'en profite pour PM te placer une restart. question qui était dans le chat. Vas-y. Ouais. Attends, je la retrouve. Le serveur GraphQL consomme des RCU/WRU, je ne sais pas ce que c'est. Et sur DynamoDB, du coup, non. Et avec, par extension, la table de diff est basée sur un DynamoDB stream où il fait des scans. Alors, j'espère que tu as compris parce que moi, je ne comprends pas. Ouais. Donc les RCU, WCU, c'est les Read Capacity Unit, Write Capacity Unit, qui était un des moyens de pricer DynamoDB avant. Donc on a changé ça dans DynamoDB. Avant, dans DynamoDB, il fallait créer une table et dire je m'attends à consommer 5 capacités de lecture par seconde et une d'écriture par seconde, par exemple. Et une capacité était définie par essentiellement, sans entrer dans les détails, mais la taille des items qu'on allait, c'était 4K, je crois, qu'on allait créer. Donc il fallait provisionner sa table et surtout monitorer sa table si jamais on arrivait proche de sa limite de provisioning, redimensionner la table. Donc c'était pas très flexible. Depuis quelque temps, on est passé sur un modèle à la demande sur DynamoDB. Et donc, quand vous créez une table maintenant dans DynamoDB, oups, il n'a pas aimé l'espace. Pop. Je cherche où c'est dans les... Voilà. Quand vous créez une table dans DynamoDB maintenant, vous avez Read Write Capacity Mode, vous avez le Provision, où vous provisionnez une certaine capacité, un peu comme vous provisionnez des instances EC2. Quand vous connaissez votre capacité d'instance EC2, vous achetez des Reserve Instances, vous réservez de la capacité, vous la payez d'avance, même si vous ne l'utilisez pas. C'est un peu la même idée, Provision, et ça c'est toujours basé sur les WCU, RCU, donc les Write Capacity Unique, les Read Capacity Unique. Mais ce que je vous conseille vraiment de faire maintenant, c'est On Demand. Et On Demand, c'est DynamoDB qui va moduler tout seul. Alors, à l'unité, c'est un poil plus cher, mais il faut déjà beaucoup d'unités avant que ça soit plus cher que du Provisioned. Et il y a les outils, le TCO Calculator ou le Price Calculator qui vous aide à définir quel est le seuil à partir duquel ça vous coûtera moins cher de passer en Provision. Mais je répète, c'est des seuils de production. On parle de gros volumes là. Pour du développement, pour du test, vous passez en on-demand et vous ne payerez jamais DynamoDB. Enfin, je ne vais pas dire jamais, parce que sinon vous allez me retomber dessous si jamais vous payez quelques centimes. Mais a priori, en on-demand pour du dev, du test, vous ne devriez pas avoir de facture DynamoDB. Donc ça, c'était pour la part RCU, WCU. Est-ce qu'AppSync consomme ça? Oui, parce qu'AppSync va écrire dans DynamoDB, va lire dans DynamoDB, donc il va consommer de la capacité. Mais si c'est une table on-demand, vous n'avez pas à vous soucier. Et il se trouve que les tables qu'on fait automatiquement avec Amplify Data Store, je vous montre ma table avec mes postes, elle est on demand. Je ne sais pas si ça se voit quelque part dans la console. Oui, ça se voit. Quand je zoome comme ça, vous voyez mon écran zoomé ou pas? Non, je suppose que non. Vous voyez mon écran qui change là? Attends, vas-y, zoom un peu. Parce que moi, je suis en double fenêtre, donc c'est compliqué. Non, mais je zoome vraiment jusqu'à ne plus voir qu'un mot. Si ça bougeait, non, on voit, ok, on voit non, pas. vous ne voyez pas. Donc, je vais juste highlighter ici. Voilà, c'est ici quand dans la console qu'on peut voir. Et donc, les tables qui sont créées par la ligne de commande Amplify, ce sont des tables on demand. Donc, vous n'avez pas trop à vous soucier du prix. Regardez le stockage, 1,7 kilobytes. Je répète que vous avez 25 gigas gratuits par mois sur gigas. Ici, on est en kilos, donc il y a encore de la marge. Il y avait deux parties dans la question. Est-ce que ça consomme des RCU, WCU? Je viens d'y répondre. Tu peux répéter la première phrase ou la deuxième phrase? Je ne sais plus. Alors, attends, je te répète. Le serveur GraphQL consomme des RCU, WRU sur DynamoDB, du coup, non. Oui, Et non, si, oui.
Par extension, la table de diff est basée sur un DynamoDB stream oui, où il stream. fait des scans. La table de diff, je ne sais pas comment le code de Datastore gère. Ce n'est pas le code de Datastore, en fait, c'est les résolveurs d'AppSync. Et à mon avis, c'est une double écriture. Il va écrire dans la table de base et dans la table de diff. Je suis même en train de vous dire une bêtise là, parce que la table. Pardon, je suis en train de vous dire une bêtise. La table de diff, elle est côté client, elle n'est pas côté serveur. Donc ma table de diff, je peux la voir. Désolé, ça va être un peu petit, mais si je vais dans stockage ici, j'ai mon Amplify Data Store, et là vous allez voir, donc j'ai deux types, les comments et les posts. J'ai un versionning des modèles, évidemment, parce que si vous faites évoluer les modèles, il faut qu'on sache que les modèles ont changé. Et puis, j'ai mon mutation event. Non, est-ce qu'on retrouve ça? Voilà, ma table de diff, elle est là. Elle est des deux côtés. Les côtés clients, évidemment, il sait ce qu'il a, il a une vision sur ce qui a changé côté client. Et puis ma table de diff, c'est une deuxième table qui est créée sur DynamoDB. Et donc ici, j'ai eu qu'une modification. J'ai un nouveau poste qui a été créé. Et c'est AppSync qui gère ça, donc il n'y a pas de code à écrire. Je ne pense pas qu'il utilise un stream. C'est facile à voir ça s'il y a un stream sur cette table-là, mais je ne pense pas qu'il y a de stream qui soit défini. Donc c'est plutôt AppSync qui va aller écrire sur les deux tables en concurrence. Tchac. Non, effectivement. Ben voilà, j'avais tort. J'avais jamais été regarder ça. En fait, dans DynamoDB, dans la table principale ici des postes, on voit Stream Enabled et effectivement il y a une stream. Et donc c'est comme ça que les données arrivent dans la table de diff. Donc ça peut y aller en matière de débit également. Donc oui, pour la première partie de la question, désolé comme ma réponse n'a pas été très claire, j'ai dû un peu chercher la réponse. Donc oui, il y a bien un streaming entre la table de base et la table de Delta qui s'appelle Amplify Data Store, blablabla. D'autres questions? Pour le moment, non. Ok. Alors, le code pour cette application qui fait de la synchro automatiquement entre les deux. Vous voyez aussi quand je clique sur New, il y a d'abord l'objet post qui est affiché, mais sans version. Je vais le refaire ici dans Chrome à droite. Vous allez voir, la ligne va s'ajouter. Il n'y a pas de version, et puis la version arrive un poil après, parce que la version, elle est attribuée par le serveur. Donc la version, je la reçois qu'en réponse de ma mutation. C'est quand ma mutation a été acceptée que je reçois la version, et donc l'interface graphique se rafraîchit. Attention, je vais le faire, ça va très vite, regardez bien. Clic New. Ça va tellement vite qu'on ne le voit même pas. Ah, là, on le voit. Ping, il n'y a pas de version. Et puis voilà, il a fallu 1 ou 2 secondes avant que le numéro de version arrive. Le code est extrêmement simple. C'est à ça que je voulais en venir. Il faut que je trouve mon IDE. Il est là. Il tient dans un fichier JavaScript où est-ce que je peux augmenter la police de caractère? Pas beaucoup plus que ça, parce que ça commence à mordre sur les lignes. J'ai une fonction onCreate, quand je clique sur New, qui fait un save dans Datastore d'un objet post que je crée à la volée avec des éléments aléatoires, un rating aléatoire, un statut actif et un titre qui contient la date. Quand je clique sur le bouton Delete All, c'est simplement Datastore Delete, avec un predicate All pour dire tous mes éléments, pardon. Si je fais une query, donc une query, c'est ceci, dire je veux tous les ratings au-dessus de 4, et donc ici, ça devrait me retourner seulement le premier et le troisième. Ah non, strictement plus grand que 4, donc ça me retourne que celui-là. Ces queries-là, elles sont locales sur le datastore. Je ne dois pas aller sur le serveur pour faire ça, puisque j'ai les données dans le datastore. Et donc, comment ça se fait ça? Je fais datastore.query, le type que je veux queryer, et puis une fonction de prédicat qui me retourne un prédicat. Ici, rating au-dessus de 4. Ça me retourne un arrêt de poste et je change l'état local, le state de mon application React. Même chose, si je veux lire des posts,
je fais un query, mais cette fois-ci sans prédicat, enfin ou avec un predicate all, qui veut dire retourne tous les postes, et puis je mute mon application en local pour rafraîchir le user interface. Donc là, on a quoi? On a un query, on a un delete all et un create qui tient sur 20 lignes de code. Et la partie magique pour moi, c'est les subscriptions. Donc ici, sur la section use effect, donc qui est déclenchée une fois que l'application est chargée, pour initialiser l'application, je vais observer les posts et je vais souscrire. Et je veux que ça soit cette fonction-ci qui soit appelée quand quelque chose change. Et je ne fais que appeler ma fonction list post pour aller rafraîchir mon interface graphique. Alors là, j'étais un peu paresseux et je rafraîchis la totalité des postes. Donc, on pourrait faire un truc plus intelligent et rafraîchir l'interface graphique que pour les lignes qui ont changé, par exemple. Voilà, c'est à peu près tout. C'est même tout. J'ai un flag online, offline également, qui fait un rafraîchissement de l'interface graphique quand je reviens offline. Donc, si jamais je me déconnecte, je me reconnecte. Le fait de faire list post, set post, ça va forcer un query pour que j'aille rechercher les dernières données, surtout pour que je rafraîchisse l'interface graphique. Parce que aller chercher les dernières données, ça va se faire automatiquement pour moi, mais ça ne va pas nécessairement changer mon interface graphique. Donc, si je veux que l'interface graphique soit changée quand je passe d'online à offline, il fallait rajouter cette petite ligne de code-là. Mais donc, je ne vous ai pas menti, là, sur les subscriptions, il y a 4 lignes, allez, on va dire 4. Ici, il y en a 10 pour l'offline-online et encore une dizaine pour le CRUD de base. Bon, il n'y a pas d'update, il n'y a que delete, mais ça fait quoi 15 lignes là, et encore 10 pour faire du query. Donc de nouveau, si vous avez développé déjà des applications comme ça, vous savez que ça prend beaucoup plus de temps pour avoir le conflict resolution et le conflict detection. J'ai une question dans le chat. Ouais, je rajoute un troisième browser, puisque j'ai la version de dev qui tourne sur mon IDE également. Je peux la lancer là, et vous voyez quand je la lance, il a commencé avec 1, parce que c'est ce qu'il avait dans sa base de données quand j'ai essayé, j'ai répété la démo avant Meetup, mais entre-temps, on a rajouté des items, et donc pouf, il s'est repopulé avec les items. Il en a bien 5, et si j'en rajoute un maintenant, comment est-ce qu'on va faire ça pour que vous le voyez? Je regarde. Essayer de mettre Firefox comme ça. Si je rajoute un dans ma version de test ici en local, il parle au même serveur, et donc mes items, vous voyez ici sur Chrome, là en petit au milieu, mes items sont rajoutés. Et puis s'il y en a un qui fait delete all, les autres ils reçoivent un événement de delete, et donc tout s'efface également. Voilà pour la petite démo. Place à la discussion et aux questions. Donc j'avais une question là, c'est comment sont gérées les migrations de schémas? Bien, merci. Les migrations de schémas sont versionnées également, donc si vous changez le schéma, en tout cas dans des changements qui sont compatibles, rajouter un champ par exemple, ça sera versionné, et donc le Datastore est capable de dire cet item-là, il est sur un schéma d'une version plus récente, et de prendre les données relatives à ce schéma-là. J'avoue que je n'ai pas été très dans les détails des changements incompatibles où on casse des trucs. À creuser, je pense qu'il y a un chapitre là-dessus dans la doc à vérifier. Ok, j'ai une autre question, c'est on a accès à des callbacks sur les fonctions save, update, delete pour savoir si l'opération a réussi ou non côté serveur. Oui. Oui. Et donc ici, je ne l'ai pas utilisé, mais dans le code, il ne vous aura pas échappé que, il est où mon code? Ces fonctions retournent quelque chose. Alors oui, ici ça se voit parce que c'est un query, mais ici il y a aussi un retour, et là aussi il y a un retour. Donc en regardant la valeur de retour d'un save ou d'un delete, vous avez le résultat côté serveur. Attention, ce sont des fonctions asynchrones, donc il faut chaque fois faire un await machin pour attendre le résultat.
Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Ça va être le moment là. Tout le code est sur mon GitHub. Vous allez sur Stepsto sur GitHub, il y a Amplify Data Store JS. En fait, tout le code, c'est juste le AppSync, le app.js. Hein. Le reste, il y a quasiment rien. Et je crois que j'ai mis. Je suis pas certain que ces instructions d'installation soient à jour. Ça a l'air d'être à jour parce que j'ai refait ça cet après-midi. En gros, vous installez la ligne de commande CLI, vous créez votre app React. Et puis vous tapez npx amplify app. Ça, c'est le schéma qu'il faut aller mettre dans un fichier bien spécifique. Rajouter les dépendances pour le code, celles qui sont utilisées. Donc ça, ce sont les librairies qui sont utilisées au niveau du code. Amplify Model Gen va vous générer le code. Et puis Amplify Push va vous créer toute l'infrastructure côté backend, donc AppSync, les bases de données, etc. Enfin, les bases de données, les tables dans DynamoDB. Donc, il n'y a rien à faire dans la console. Vous pouvez tout faire depuis la ligne de commande. Et la doc est très bien faite. Donc, ça, je suis sur doc.amplify.ws. En haut à gauche, vous avez le programming language. Et puis, vous tapez, vous allez sur Datastore Getting Started et vous suivez la doc. Là, il y a des vidéos de tutoriaux aussi. Puis, dans la fonction How it works, vous retrouverez une présentation qui ressemble un peu à celle-ci. Vous allez retrouver des schémas que j'ai utilisés dans les slides également. Ce sont les mêmes schémas. Tout ça, c'est expliqué très en détail. Les updates de schema, il y a un chapitre, ben voilà, on en parlait. Il y a un petit chapitre sur les updates de schéma, la résolution des conflits, la manipulation des données, donc le save, l'update, le delete, etc. Et puis, même chose pour iOS et même chose pour Android. Juste rapidement, Amplify, c'est pas que Datastore. Si vous avez une API GraphQL classique, vous pouvez l'intégrer dans vos applications très facilement aussi. Une API REST, même chose. Si vous voulez rajouter de l'analytique dans vos applications, ou du stockage pour des images, des vidéos par exemple, ou de l'authentification, c'est l'exemple que je donne très souvent. En 3 minutes et demie, on rajoute un mur d'authentification entièrement géré dans le cloud avec Cognito, avec du single sign-on, de la fédération d'identité sur Google et sur Facebook, Apple, et enfin tout ce qui supporte OpenID Connect. Voilà. Mais ça peut faire l'objet d'un autre talk plus sur Amplify si c'était vraiment Datastore. Ok, j'ai d'autres questions. Je vais les grouper les deux là, je pense qu'elles sont liées. Comment on gère les ACL? Comment on ajoute de la logique métier en bac? Alors, les ACL, ça se gère plutôt par de l'authentification, justement. Donc, c'est un bon moyen de continuer sur ce que je disais juste avant. Ici, l'exemple par défaut, il utilise des API keys pour protéger l'accès à AppSync. Une API key, ce n'est pas vraiment une authentification, hein, c'est juste un token qui dit qu'on a le droit d'accéder à une API, ce qui nous permet, nous, côté serveur, de faire un peu de throttling si cette API key est trop gourmand en ressources. Si on veut vraiment aller sur l'ACL, il faut rentrer plutôt sur de l'authentification, donc authentifier les utilisateurs. Et donc, il y a une catégorie dans Amplify qui permet de faire ça. Donc, vous pouvez rajouter un service d'authentification dans le cloud avec Amplify. Et de nouveau, Amplify, c'est la ligne de commande qui vous permet de provisionner le serveur dans le cloud, mais c'est aussi une librairie à inclure dans vos applications pour, en quelques lignes de code, rajouter un écran d'authentification. On a les composants prédéfinis pour React, pour iOS et pour Android. Vous pouvez changer les style sheets et des couleurs et des trucs comme ça, ou vous pouvez écrire votre mur, votre view d'authentification custom. Une fois que vous êtes authentifié, que ce soit sur Cognito ou en fédération via Login with Google, Login with Facebook et les autres, il y a un token OAuth qui est attaché aux queries qui sont envoyées à GraphQL, et au niveau des résolveurs, vous pouvez avoir de la logique qui dit, ben voilà, j'ai le droit d'écrire sur tel type de données, mais j'ai que le droit de lire sur tel autre type de données. Allez dans la doc authentification d'Amplify, il y a plein d'exemples. J'ai fait un workshop aussi qui montre ça en détail. Alors, c'est un workshop pour iOS. Je ne sais pas si je peux balancer. Oui, je peux balancer dans le chat de Twitch. J'ai mis le lien là, qui vous montre comment rajouter l'authentification.
Et puis, une fois qu'on a une Data API, comment utiliser cette application avec le Data API et comment changer. En fait, il y a des tags à mettre dans son modèle pour dire c'est au niveau du modèle en fait, qu'on gère ça. Et Amplify va générer le code dans AppSync pour vous. Je cherche. Est-ce que j'ai un endroit où je peux montrer ça? Je pense pas. Donc c'est au niveau du schéma GraphQL qu'on dit voilà, ça c'est public, ça c'est private, où les gens qui sont dans tel groupe ils peuvent lire, les autres ils peuvent que, pardon, les gens qui sont dans tel groupe ils peuvent écrire, les autres ils peuvent que lire, etc. Et on gère ça pour vous dans AppSync. Donc ça c'était la première question. Je reviens au chat Twitch pour la deuxième question. Comment est-ce qu'on ajoute de la logique métier en back? C'est aussi une bonne question. Alors, sur Datastore, directement, ça ne se fait pas, puisque Datastore, c'est pour gérer des données, des schémas de données. Avec GraphQL, AppSync et Amplify en général, comment est-ce qu'on rajoute de la logique métier back? Il faut savoir qu'une query GraphQL, que ce soit une mutation ou une query, elle arrive sur AppSync, et puis AppSync va déclencher du code. Chez nous, on appelle ça des resolvers dans le monde GraphQL, et je l'ai déjà mentionné tout à l'heure, les resolvers chez nous, c'est des templates Apache Velocity qui peuvent déclencher des data sources. Des data sources, c'est DynamoDB, c'est une base de données relationnelle, un Elasticsearch ou des trucs comme ça. Et avec AppSync, on peut aussi taper dans du lambda. Et à partir du moment où on dit lambda, c'est votre code à vous. Et donc voilà comment on lit avec de la logique métier. Dans un monde idéal, la logique métier, c'est des microservices déployés en serverless sur lambda. Maintenant, on n'est pas dans un monde idéal, donc ça pourrait être des containers, ça pourrait être des applications REST. On pourrait imaginer je dois avoir des talks de l'année passée sur YouTube où je fais ça. Je pars d'une application REST et puis je mets un GraphQL devant pour moderniser et pour donner. GraphQL permet de donner quand même le pouvoir aux développeurs front de pouvoir manipuler les données, d'aller chercher les données dont ils ont besoin et pas nécessairement les données que le développeur back avait pensé utile à retourner. Et donc ça se fait assez souvent pour moderniser des applications, de mettre un GraphQL devant une application REST. Et donc, oui, longue réponse, réponse courte. Avec Lambda, et c'est quelque chose qu'on peut faire depuis Amplify aussi. Donc, quand je suis dans le client Amplify, il y a différentes catégories. Datastore, c'est une des catégories. Et on peut faire, je vais enlever ça pour avoir un peu plus d'écran, on peut faire Amplify, add quelque chose, et c'est là qu'on va rajouter du stockage, de l'authentification. Tiens, c'est marrant qu'on va faire un scanning de public. On va voir normalement les catégories qui vont arriver dans une seconde. Et il y a une catégorie qui s'appelle fonction, je crois. Donc init, push, pull, publish, serve, status, et puis toutes les catégories. Mais comment est-ce qu'on voit les catégories? Amplify, juste sans rien? Non, il va me refaire la même chose évidemment. J'ai oublié. Mais si on tape function ou lambda, il y a une catégorie justement qui permet d'aller taper de créer du code dans une fonction lambda. C'est lambda? Non, je ne trouve pas non plus. Je ne sais plus. On ne sait plus, on va voir dans la doc en général. Donc là, vous avez les catégories également. Je suis en JavaScript. Non, j'allais en JavaScript. Analytique, API, authentification, Datastore, interaction, prédiction, push notification, pub sub. Eh ben, honnêtement, je ne sais plus. Je vous retrouverai ça un peu après. Je peux balancer ça sur Twitter plus tard dans la soirée. Interaction, c'est pour interagir avec des bots comme Lex ou Slack. Prédiction, c'est pour rajouter du machine learning avec du text-to-speech, la transcription, la traduction, de l'identification de texte, de l'interprétation d'images. PubSub, c'est pour faire du PubSub. Push notification, c'est pour gérer des push notifications. Stockage, c'est pour les images, les vidéos. XR, c'est Augmented Reality, c'est pour jouer avec Sumerian. Et il y a quelques utilities pour loguer, pour l'internationalisation, etc. C'est bizarre que je ne retrouve plus la section sur les fonctions. Ça m'embête. Tant pis. J'ai une autre question. Y a-t-il une logique multi-région?
Non, pas dans Amplify. Donc Amplify est monorégion. Donc quand je tape des commandes comme je le fais dans la console ici, il prend ma région par défaut qu'on va retrouver dans mon point AWS. Credential, c'est celui que je ne peux pas vous montrer, mais config. Donc là, j'ai une région par défaut. Donc par défaut, ici, il va sur l'Irlande. Si vous voulez faire du multi-région, ben, ça devient directement beaucoup plus compliqué. En général, pas qu'avec Amplify. La manière de le faire, maintenant que DynamoDB supporte les tables globales, ça serait de créer une table, donc de recréer l'infrastructure Amplify dans une deuxième région, mais ne pas le laisser faire la partie base de données et lui fournir la table de base de données. Et dans DynamoDB, maintenant, on peut créer des tables globales. Donc, une table globale, c'est une table qui va être automatiquement répliquée d'une région à l'autre. Attention, si vous faites ça, évidemment, il y a un lag, il peut y avoir une latence qui dépend de la quantité de données que vous allez changer ou écrire dans la base de données principale. Je questionne toujours l'utilité du multirégion quand on me pose la question. Donc, posez-vous la question pourquoi vous voulez faire de multirégion. En général, il n'y a qu'une seule bonne réponse à cette réponse-là, c'est-à-dire parce que j'ai des clients dans le monde entier et je veux pouvoir déployer l'infrastructure proche de mes clients en Amérique latine, en Asie ou en Amérique du Nord. Souvent, ce n'est pas la réponse qu'on me donne quand je pose la question de multirégion. On me dit c'est pour si jamais la région de Paris disparaît, je pourrais avoir encore mon application qui tourne ailleurs. C'est une crainte qui est légitime mais qui n'est pas fondée. Donc les régions sont conçues pour être hautement disponibles, elles sont conçues autour du concept qu'on appelle de zone de disponibilité. C'est un terme spécifique à AWS qui veut dire simplement un ou plusieurs data centers. Donc dans chaque région, on a plusieurs zones de disponibilité, en général 3 ou plus, et dans chaque zone de disponibilité, il y a plusieurs groupes de data centers. On a au moins un bâtiment, mais parfois 2, 3 ou plus si on a besoin de plus de capacité. Et ces zones de disponibilité sont conçues pour être indépendantes les unes des autres en matière de risque. Donc elles ont des fournisseurs d'électricité différents, des alimentations de secours différents, des connexions redondantes au réseau, mais à des fournisseurs différents, sur des back-ends différents. Dans les régions à tremblement de terre, par exemple, les zones de disponibilité sont séparées de telle manière à ce que s'il y a un tremblement de terre, oui, on peut perdre une zone de disponibilité, mais on n'est pas censé perdre toutes les zones de disponibilité. Donc une région entière qui est down, ça ne s'est jamais vu en 14 ans d'AWS. Un service qui est down à l'échelle d'une région, c'est des événements extrêmement rares. Je ne dirais pas que ça s'est jamais arrivé. Il y a eu des cas, vous allez les retrouver sur Internet, d'Amazon S3, de DynamoDB, qui ont eu des petits couacs pendant quelques heures à l'échelle d'une région. Mais on apprend de ces erreurs et on met en place les mécanismes et les procédures pour éviter que ça arrive. Je crois qu'on a un track record opérationnel qui est pas trop mauvais, qui est certainement meilleur que la plupart des data centers privés en matière de disponibilité de services. Donc posez-vous la question pourquoi vous voulez aller en multirégion. Si l'explication c'est high availability, vous allez probablement vous rendre la vie super compliquée pour quelque chose qui n'arrive quasiment jamais. Alors après, ça dépend de votre application, ça dépend de vos business. Il y a des business qui ne peuvent pas s'arrêter 10 secondes. OK. Mais c'est rare. C'est très, très rare. Et il faut discuter de votre use case là. La plupart des business peuvent s'arrêter. Je parle des applications, pas des business. Peuvent s'arrêter une demi-heure, peuvent s'arrêter un quart d'heure. Sans qu'il y ait d'impact majeur, surtout s'il y a de l'intelligence dans l'application. Et donc, posez-vous la question, pourquoi vous voulez aller en multirégion? Si c'est pour fournir de la faible latence à vos clients, c'est la bonne réponse, bravo, et désolé, c'est compliqué. J'ai un podcast là-dessus d'ailleurs. C'est cherché dans les podcasts il y a 1 an à peu près, au mois d'août l'année passée, avec Frontap. Vous connaissez peut-être l'application qui réinvente le mail, une startup française qui s'appelle Frontap, et qui pour cette raison-là, parce qu'ils ont des clients en Asie, en Amérique du Nord, en Europe, a choisi de déployer en multi-région, et on a un quart d'heure, 20 minutes de conversation technique sur les challenges que cela leur a apporté, et c'est essentiellement de la réplication de base de données, parce que c'est ça qui est difficile de faire en multi-région à cause de la latence. Voilà, désolé, je parle beaucoup. J'espère que ça répond aux questions. Ça a l'air, je comprends, donc ça a l'air. On a une question, même si on a un début de réponse, je pense. Est-ce dispo sur la région Paris?
et ça répond Irlande, Londres, Francfort, donc je dirais que non. Irlande, oui. Francfort, oui. Paris, je vois le commentaire avant. Le monde idéal vu par Amazon, mettez tout dans AWS. Bien sûr, évidemment. C'est beaucoup plus sécurisé qu'un data center traditionnel. C'est beaucoup plus disponible qu'un data center traditionnel. Est-ce que AppSync est sur Paris? On va essayer. Hein. Je suis sur DynamoDB, c'est trop facile. Ça, c'est disponible à Paris. AppSync, on y va là. Et puis, on change. Depuis aujourd'hui, on a l'Italie aussi qui est ouverte. Et non, AppSync n'est pas disponible en Paris. Donc, c'est un moyen très simple que j'utilise là. J'ouvre la console sur le service et puis on regarde les régions. Donc, en Europe, c'est Francfort, Irlande et Londres. Aux États-Unis, Northern Virginia, Ohio, Oregon. Et puis pour les autres, je suis désolé, il faut attendre un tout petit peu pour que ces services puissent arriver. On n'a pas d'autres questions dans le chat? Quelqu'un qui dit je veux bien un talk sur AppSync Cognito. J'y réfléchis. Ouais, c'est notre. Enfin, je les ai les talks. J'ai les démos, j'ai les talks. En virtuel, je peux revenir autant de fois que vous voulez. Tant que vous êtes là, mais... tant qu'il y a de la lumière. Ou en physique. Ça va bien finir par bien sûr. Dès qu'on peut reprendre un train pour plus de 100 km. Bien, si vous n'avez plus de questions, j'espère, je recherche mon slide, il est où? J'espère vous avoir appris quelque chose, donné envie de découvrir, donné envie de tester. J'ai fait beaucoup de développement plutôt back-end, vous avez vu dans mon user interface, et mobile. Amplify, ça aide vraiment. C'est pas que pour les proof of concepts ou les idées ou les tests. Je parlais à une startup, vous allez retrouver dans le podcast AWS en français aussi, une startup qui s'appelle Claptime, qui est un espèce de YouTube privé pour les vidéastes, les cinéastes plutôt, qui utilisent Amplify en production. Et donc, je parle avec lui des challenges en production. On parle du changement de schéma, par exemple. Donc, il y a des applications et pas que des startups qui utilisent Amplify en production. C'est en open source. C'est gratuit, en tout cas, la partie cliente. Je répète, les serveurs, évidemment, vous payez les services. Et c'est extrêmement dynamique en termes de communauté. Si vous allez sur GitHub, vous allez voir, il y a beaucoup d'interactions, y compris sur le futur du développement, quand il y a des grandes directions stratégiques à prendre. En général, on interroge la communauté et on cherche du feedback. Donc, si vous trouvez des trucs qui ne marchent pas, ou si vous trouvez qu'il y a des trucs qui manquent, dites-le nous, dites-le moi, ou allez directement sur le GitHub, rentrer des issues, de manière à ce que les équipes produits regardent ça et prennent ça en compte. Voilà, c'est tout pour moi. Merci de m'avoir invité et reçu. Merci d'être venu. Merci à toi. C'était cool, c'était intéressant. Ouais. Est-ce que je suis payé pour vendre des trucs AWS? Ouais, un peu, ouais. Pas pour vendre. J'aime pas vendre. Moi, je suis un mec technique. Je suis pas un mec du marketing. Et donc, le but, c'est pas de vendre, c'est de vous faire savoir que ça existe le jour où vous devrez choisir un outil et peut-être vous donner envie d'essayer. Voilà, si j'ai juste réussi ça aujourd'hui, voilà, j'ai passé ma soirée. Donc ça répond à la question de Hugo Paul. Bot. C'est notre bot agressif, mais il est gentil. Ok, si on n'a pas d'autres questions, puis ouais, 22h30 c'est bien. Ça fait... merci pour l'heure, parce que d'habitude tu fais ça plutôt en journée ou sur un meet-up. Ça ne se fait pas de demander le salaire des gens, Hugo. Il suffit de lire la presse, on est très mal payé chez Amazon. Hein. On ne peut pas faire de pause pipi, on est obligé de faire pipi dans des bouteilles et tout. Vous avez vu toutes les histoires qu'on raconte sur Amazon. Voilà, moi j'aime bien répondre dans les médias sociaux à chaque fois, sur Facebook, quand je vois ces trucs-là. C'est pas vrai. Maintenant, AWS n'est pas toujours Amazon non plus. On est payé aux moyennes du marché. Voilà. Bon, sur ce, 22h30 c'est bien, moi j'ai envie d'aller me coucher. C'est ce qui a été indiqué, on va pouvoir te relâcher, Sébastien. Merci beaucoup d'être venu, de t'être connecté du coup.
Et puis bah oui, on espère pouvoir refaire des meet-up en présentiel le plus vite. Et on va vous souhaiter à tous une très bonne soirée. Et on se dit ben, à la prochaine. Merci beaucoup à tous et bonne Merci soirée. à toutes et tous. Merci de m'avoir reçu et bonne soirée, bonne nuit. Oh.